Papa. Dit Émilie en éteignant la radio. Tu dois parler à maman. C'est carrément embarrassant. Elle s'habille comme une des filles de ma classe. Je gardais les yeux fixés sur la route, je ne pouvais pas nier que ça me piquait. Laurie venait de quitter la maison dans un survêtement en velours rose, juteux sur les fesses en lettres scintillantes, elle avait plus l'air d'une fête d'université que d'un retour à l'école. Elle est fière de rester en forme, dis-je, en restant cool. Peu de femmes de son âge peuvent réussir ça. C'est un peu tout le problème, marmonna Émilie, elle n'est pas ma colocataire, c'est ma mère. Je ne savais pas quoi dire, surtout parce que j'étais d'accord avec elle. Ce n'était pas seulement les vêtements, c'était le message. Laurie ne voulait pas grandir et Émilie ne pouvait pas dire si elle avait une mère ou un camarade de classe à la maison. Quand Émilie était petite, Laurie s'occupait de ses rendez-vous de jeu, de son bricolage, etc. Mais à mesure qu'Émilie grandissait, les choses ont changé. Laurie ne s'est pas vraiment adaptée. Au lycée, elle se comportait plus comme celle d'Émilie. BFF que sa mère, je me suis souvenu d'une fois où Émilie était en junior, ses copines discutaient de garçons et de chaussures. Laurie a sauté dedans comme si j'étais dans l'autre pièce en train de noter les devoirs quand Émilie a fait irruption chez papa au visage rouge, peux-tu dire à maman de me rendre mes amis? C'était sauvage. Ils se comportaient comme deux personnes âgées qui se disputaient une date de bal. J'ai essayé de parler à Laurie après ça, je lui ai dit qu'Émilie avait besoin d'espace. Elle a juste haussé les épaules. Nous sommes plutôt des sœurs, dit-elle. Les sœurs se disputent, c'est normal. Honnêtement, cette attitude m'a rendu fou. C'était comme si Laurie luttait contre le temps en compétition avec son propre enfant juste pour se sentir jeune. Je ne voulais toujours pas la jeter sous le bus devant Émilie. Je m'en suis tenu au truc au niveau de la surface. Regarde bébé. J'ai dit doucement, ta mère travaille dur pour ressembler à elle. Elle en est fière. Tu dois l'admettre. Peu de mamans pourraient même porter ce genre de choses. Je comprends. Émilie soupira, mais c'est juste bizarre. Mes amis s'habillent comme ça, pas leur mère. Je t'entends. J'ai dit que je lui parlerais. Le truc, c'est que je savais que ça ne ferait pas grand-chose. Laurie était têtue comme l'enfer. C'était l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux d'elle. Nous nous sommes rencontrés à l'université. J'étais TA en histoire et elle était dans ma classe. Elle a attiré mon attention mais j'ai joué cool, je ne voulais pas d'ennui. Pourtant, remarqua-t-elle, elle continuait à flirter après les cours, à me toucher le bras, à battre ses cils, à s'asseoir au premier rang, toujours avec sa jupe un peu trop haute. Elle me testait. Je n'ai pas cédé jusqu'à la fin du semestre. Puis je lui ai demandé de sortir avec moi. L'alchimie était folle. Mais ce n'était pas seulement du feu, c'est devenu quelque chose de réel au moment où elle a obtenu son diplôme. Je savais qu'elle l'était lorsqu'elle m'a ramené à Savannah pour rencontrer ses parents. J'avais prévu de demander sa main à son père. Cécilie, sa petite sœur, a ouvert la porte très gentiment et m'a fait un gros câlin. Elle est née bien plus tard, 16 ans de moins que Laurie. Laurie l'a élevée, mais la mère de Laurie était froide, son père droit, glacé. Rufus Carlton était un grand avocat de la royauté de la savane. Il m'a jeté un coup d'œil et a décidé, non, je ne l'étais pas. Trop pauvre, trop libéral aussi. Pas lui. J'ai essayé d'expliquer. Je n'étais pas un activiste marginal et j'avais déjà décroché un poste d'enseignant à Atlanta. N'avait pas d'importance. Il avait des projets pour Laurie, un country club, un mari, une résidence fermée, tout le scénario du Sud. Je n'étais pas dedans. J'étais énervé. Mais Laurie, elle a perdu la tête, n'a même pas attendu le week-end, s'est disputée avec son père, a attrapé son sac et m'a dit qu'on partait. C'est là que j'ai vraiment vu qui elle était, du feu dans ses tripes. Elle n'avait jamais été la marionnette de son père et elle n'allait pas commencer maintenant. Je ne laisse pas cet homme diriger ma vie, a-t-elle dit alors que nous revenions, de retour chez moi. Laurie m'a fait pivoter, les mains serrées sur mes épaules. Tu veux toujours m'épouser, demanda-t-elle, les yeux fermés, un peu énervée. Ouais, dis-je sans cligner des yeux. Cool, allons-y. La prochaine chose que je sais, c'est que nous sommes dans la voiture qui nous conduit au bureau du greffier du comté de Fulton. Pas de retard, pas d'attente, j'ai obtenu le permis, j'ai prononcé nos vœux sur place, boum, je me suis marié. Son père l'a perdu, lui a coupé la parole. Pas d'appel, pas de carte d'anniversaire, même pas quand Émilie est née, froide comme la glace. Et ce n'était pas seulement lui.
Tout le clan Carlton a emboîté le pas. Il lui a écrit une fois et a demandé à Laurie de faire la paix avec leur père. Laurie a jeté la lettre, sans jamais répondre. J'ai essayé de rafistoler les choses au fil des années, j'ai écrit, je n'ai rien appelé, le silence, sans aucun doute d'où Laurie a eu cette tendance têtue. J'étais plongé dans ce souvenir quand j'ai remarqué que nous arrivions au campus. Le travail d'été d'Emily à la librairie. J'avais tiré quelques ficelles pour le lui obtenir. Elle a ouvert la portière de la voiture. J'ai attrapé son bras. Et, à quelle heure dois-je passer plus tard? Elle fit une pause, sourit un peu, tu n'es pas obligé, je trouverai le chemin de la maison. J'ai hoché la tête, mais mon ventre s'est serré. Je savais déjà qui la conduisait, Brandon Hilton, étudiant en droit en 3e année, trop vieux pour elle. Écoute, je sais comment fonctionnent les étudiants. J'enseigne ici. Des gars comme lui encerclent les étudiants de première année comme des faucons et des filles comme Emily, de nouvelles enthousiastes, encore adolescentes, ils ne le voient pas toujours venir. Je n'ai jamais aimé Brandon. Laurie l'a rencontré une fois, lui a discuté et lui a dit qu'il avait l'air bien. Je me suis mordu la langue. Très bien, j'ai dit à Emily, à bientôt au dîner. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je me suis dirigé vers le département d'histoire, toujours mal à l'aise. Je ne pensais pas qu'Emily était une innocente aux yeux écarquillés. Je pensais que son dernier petit ami du lycée avait déjà franchi cette limite avec elle. Mais Laurie et moi avions été francs avec elle à propos de Zex et Laurie s'était assurée qu'Emily prenait la pilule pour qu'au moins elle soit en sécurité. Pourtant, j'aurais souhaité que Brandon disparaisse. De retour dans mon petit bureau, j'ai essayé de me perdre dans la paperasse travail-université qui ne finit jamais, même en été, mais j'étais excité. J'ai finalement convaincu le chef du département de me laisser enseigner un cours au choix basé. Sur mon mémoire, le vigilantisme, mon idée. Les justiciers ne sont pas seulement des notes secondaires de l'histoire. Ils montrent ce qui se passe lorsque les gens cessent de faire confiance au système. C'est compliqué, c'est un chaos moral, mais c'est important. J'ai l'intention de montrer la Stwish. Charles Bronson devient un loup solitaire après l'élimination de sa femme et les flics lâchent la balle. Puis, pour équilibrer le tout, nous lirions l'incident d'Oxbow. Imposé par les mauvais hommes. Justice rapide. Mauvaise fin. Le premier cours s'est bien passé. Les enfants ont aimé ça, ont adoré l'action, mais ils ont aussi eu droit à des choses plus profondes. J'ai quitté le campus en me sentant bien. Cela a duré jusqu'à ce que je rentre à la maison. La porte claqua. Emily a couru dans sa chambre en pleurant. J'ai frappé, je peux entrer. D'accord, papa, fit une voix étouffée. Elle était face contre terre sur le lit et tremblait. Je me suis assis à côté d'elle, je l'ai rapprochée. Elle s'est accrochée à moi comme elle le faisait quand elle avait 5 ans et s'est gratté le genou. Ses larmes ont coulé dans ma chemise. Qu'est-ce qui s'est passé, petite fille, renifla-t-elle. Brandon m'a largué. Je l'ai serré fort. Je suis vraiment désolé. J'ai dit la vérité. Je ne l'étais pas, mec était une poubelle. Mais je ne pouvais pas dire ça maintenant, pas pendant qu'elle souffrait. Je suis resté silencieux, je lui ai juste frotté le dos et je l'ai laissé crier. Puis j'ai entendu Laurie rentrer à la maison. J'ai pensé que peut-être la voix d'une mère pourrait aider. Alors j'ai glissé en bas. Nous avons eu un petit effondrement. Je lui ai dit, Brandon a abandonné Emily, elle est détruite. Laurie haussa un sourcil. Bon sang, c'était le moment. J'ai cligné des yeux. Attends, je pensais que tu aimais ce gars. Il avait tort pour elle. Elle a claqué trop doucement, trop lisse. Elle ferait mieux que tu lui dises quelque chose. Non, laisse-la crier, elle rebondira. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle serait en mode maman douce et câline, mais non, ce travail était le mien aujourd'hui. J'espère que tu as raison. J'ai dit qu'Emily avait sauté le dîner ce soir-là. Le lendemain matin, elle a porté un petit toast, puis est tombée malade et s'est recouchée. J'ai appelé la librairie, je leur ai dit qu'elle était malade. Laurie a dit qu'elle irait bien. J'espère qu'elle avait raison. Emily est retournée travailler le lendemain mais elle a à peine touché à la nourriture et a complètement abandonné le petit déjeuner. J'ai pensé que c'était peut-être la grippe, mais elle a dit qu'elle allait bien. Alors j'ai reculé. La vérité était qu'elle était toujours détruite par Brandon, mais oui, elle semblait un peu mieux. Cela a duré jusqu'à vendredi.
Je suis resté tard au bureau pour essayer de régler quelques problèmes afin de pouvoir garder le week-end clair. Je suis rentré à la maison vers 18 heures, j'ai déposé mon sac dans le bureau et je suis parti à la recherche des filles. La porte d'Émilie était fermée. J'ai encore entendu pleurer. J'ai frappé doucement, c'est moi. J'ai enfoncé la porte. Elle était sur le lit, le visage, des larmes rouges coulaient. Quand elle m'a vu, son visage s'est froissé et elle a couru dans mes bras en sanglotant fort. Bébé, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle enfouit son visage dans mon épaule. Puis lentement, elle leva les yeux écarquillés, effrayés. Oh papa, sa voix s'est brisée, je suis enceinte. Ma tête tournait. Je me suis retourné, je me suis assis à côté d'elle sur le lit, je pouvais à peine penser à ce qui sortait de ma bouche ensuite. Les choses les plus stupides que j'ai jamais dites. Es-tu sûr? Comment ça s'est passé? Même elle n'a même pas cligné des yeux devant à quel point j'avais l'air stupide. J'ai fait un test hier, je suis revenu positif, je suis allé à la clinique aujourd'hui. Ils ont dit que j'avais 6 semaines mais tu prenais la pilule. J'ai dit au médecin qu'elle avait dit que ça ne marchait pas toujours. Je suppose que je suis le plus chanceux. Je l'ai serré plus fort à ce moment-là. Nous aurions tous les deux souhaité qu'elle ait encore 5 ans et ce n'était qu'un mauvais rêve. Nous sommes restés assis là un long moment, tranquilles, juste en nous accrochant. Finalement je l'ai regardée. Est-ce que ta mère est au courant? Elle secoua la tête. Elle n'est pas encore à la maison. De toutes les nuits où Laurie était en retard, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, 7 heures. Allez, allons chercher à manger. Nous sommes allés à la cuisine, avons trouvé des restes, avons mangé un moment en silence. Puis j'ai demandé, l'avez-vous dit à Brandon? Son visage s'assombrit. J'ai essayé, son numéro est mort. J'ai même appelé son propriétaire. Il a dit que Brandon avait quitté la ville. Aucune note, non, rien. Exactement ce à quoi je m'attendais. Mais je l'ai gardé pour moi. Au lieu de cela, j'ai demandé ce qui me tourmentait depuis qu'elle m'avait dit que tu pensais à la suite. Elle hocha lentement la tête. Je ne sais pas, je ne suis pas prête à être maman. Un bébé détruirait l'école. Mais sa voix se brisa à nouveau. Je ne pense pas pouvoir, tu sais, m'en débarrasser. Une autre pause, puis calme, mais bien sûr, je pense que je veux avoir le bébé. Je me suis levé, je me suis approché, je l'ai serré fort dans mes bras. Alors nous sommes avec toi, moi et maman. Nous vous soutenons, nous trouverons une solution. Elle leva les yeux pleins de larmes. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, bébé. Nous nous sommes rassis, avons fini de manger, plus besoin de mots. L'horloge indiquait 8 heures passées, toujours pas de Laurie. J'ai essayé son portable directement sur la messagerie vocale, j'ai appelé son bureau, pas de réponse. J'ai appelé Jackie, sa meilleure amie. Et, Jackie, c'est Tom. Vous avez eu des nouvelles de Laurie aujourd'hui? Jackie parut surprise. Non, pas dans quelques jours, je pensais qu'elle était avec toi. Elle a quitté le travail cet après-midi pour une réunion. Elle n'est pas rentrée à la maison. Après avoir raccroché, Émilie m'a regardé nerveusement, est-ce que maman va bien? Elle avait probablement eu une réunion ou un entretien, aurait-elle pu me le dire? Et j'ai oublié la vérité. Je ne pensais pas ressentir quelque chose d'anormal, mais Émilie n'avait pas besoin de plus de stress. Nous sommes allés au salon, avons allumé la télé. Un spectacle de talent ringard avait lieu. Nous l'avons regardé et en avons plaisanté comme nous l'aimions avant. Tout était encore normal, même si ce n'était pas le cas. À la fin du spectacle, Émilie somnolait. Tu as passé une journée, dis-je doucement. Reposez-vous. Je le dirai à maman à son retour. Nous en reparlerons demain. Elle hocha la tête et alla dans sa chambre. Je suis resté éveillé à attendre. La prochaine chose que je savais, c'est que la lumière du soleil a frappé mon visage. J'ai cligné des yeux, je me suis assis. Je m'étais évanoui sur le canapé. La chambre était toujours vide. J'ai couru au garage. Sa voiture avait disparu. Maintenant j'étais vraiment paniqué. J'ai essayé son portable, rien. A appelé son bureau. Toujours pas de réponse. J'ai recherché le numéro personnel de son patron et je l'ai appelé. Ses paroles m'ont glacé. Elle est arrivée vendredi. Partie en milieu d'après-midi pour une réunion,
il n'est pas revenu. Je n'avais jamais eu affaire à la disparition d'une personne. Je ne savais même pas par où commencer. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à appeler les hôpitaux. Rien. Finalement j'ai appelé les flics. Après avoir été contourné, un sergent fatigué est venu le chercher. Nous n'avons reçu aucun rapport d'accident ou de personne inconnue correspondant aux informations de votre femme. Il a dit que quelque chose s'était probablement produit. Peut-être qu'elle n'a tout simplement pas eu le temps d'appeler. Nous ne pouvons pas être en pleine alerte chaque fois qu'un conjoint oublie de s'enregistrer. Mais sa voiture a également disparu. J'ai dit que ce genre de choses signifiait plutôt qu'elle partait exprès. Votre appel est toujours enregistré. Si elle ne se présente pas dans 72 heures, nous la déclarerons disparue. Donnez-moi le modèle et la plaque et nous garderons l'œil ouvert. Je le lui ai donné, je lui ai dit merci, je me sentais tout sauf calme. Laurie ne fantômerait pas comme ça, pas sans un mot. Je devais rester cool pour Émilie tout le week-end. J'ai appelé tout le monde, amis, collègues, même d'anciens contacts familiaux. Personne ne l'avait vue ni entendu parler d'elle. J'ai pensé à Savannah mais je ne pensais pas qu'elle y retournerait, pas après la façon dont les choses se sont terminées avec ses parents. Nous ne voulions pas quitter la maison au cas où Laurie rentrerait à la maison. L'endroit ressemblait à une boîte, calme et tendue. Un gros téléphone a sonné plusieurs fois, tous les amis demandaient des nouvelles, mais nous n'en avions pas. Lundi est arrivé, les nausées d'Émilie étaient toujours fortes, mais elle pensait que sauter le petit déjeuner l'aidait. Je suis passé aux céréales froides, j'ai gardé la cuisine sans odeur, j'ai toujours préparé du café de vieilles habitudes. Tu es sûr que tu ne veux pas aller travailler? J'ai demandé. Elle avait l'air épuisée mais hocha la tête. Ouais, ça pourrait t'aider. Je l'ai déposé. Mon premier cours n'était pas avant 13 heures. Vers 10 heures, le téléphone a sonné. Même flic d'avant, Monsieur Manning, j'ai eu des nouvelles de votre femme et pourtant non, toujours rien. Très bien, ça fait 72 heures. Nous ouvrons le dossier d'une personne disparue. Pouvez-vous venir remplir les formulaires? Ouais, alors que j'allais au commissariat, un détective m'a ramené à son bureau. Je pensais que je leur avais déjà tout dit, mais il en voulait plus, bien plus. Où est-elle allée? Quelle était son humeur? Stress, dispute, nouvelles habitudes? C'était sans fin. Puis, juste au moment où je pensais que nous terminions, il a dit, vraiment décontracté. Oh, et nous pensons avoir trouvé sa voiture. J'ai regardé, quoi, où est-elle? Il n'a pas cligné des yeux. La voiture a été trouvée au dernier étage du garage près de votre campus. Je t'ai gelé, sur qu'elle n'avait pas été vue vendredi? Non, tu es la dernière personne à dire que tu l'as vue. J'ai hoché la tête, petit déjeuner ce matin-là. Très bien, Monsieur Manning, c'est tout pour l'instant. Je me suis levé un peu tremblant. Puis-je avoir les clés de sa voiture? Il secoua la tête. La médecine légale l'examine à la recherche de sang de prince, ce genre de sang. Murmurai-je. Ça m'a frappé fort comme si j'avais reçu un coup de pied dans le ventre. Mes jambes ont failli lâcher. Était-elle blessée ou pire? Les jours suivants furent un enfer. Mon esprit s'est déchaîné, détourné, attaqué, mort dans un fossé. Je me sentais malade en pensant à quel point j'avais été énervé quand elle n'était pas rentrée à la maison. Maintenant, je donnerais n'importe quoi pour entendre sa voix. Émilie était en spirale. La grossesse la mettait déjà sur les nerfs. Et maintenant ça? Elle ne me lâcherait pas, elle dormait à peine, sursautait à chaque bruit, disait qu'elle ne se sentait pas en sécurité, tenait son ventre comme un bouclier. La disparition de Laurie nous a fait craquer tous les deux. Puis les choses ont empiré. Un détective des personnes disparues m'a appelé et m'a dit de revenir. Quand je suis arrivé, ils m'ont conduit dans une petite pièce. Un autre flic attendait. Ici le détective Rowe. Le premier a dit, elle est aux homicides. Homicide. Je me suis laissé tomber sur la chaise en bois comme si mes jambes ne fonctionnaient plus. Ma voix est à peine sortie. Tu as trouvé Laurie, n'est-ce pas? Non, la femme a déclaré, nous ne l'avons pas trouvée, mais nous avons trouvé quelque chose qui mérite d'être évoqué. Nous avons vérifié dans toutes les gares routières des compagnies aériennes. Personne correspondant à elle ne s'est présenté vendredi ou samedi. Ses comptes bancaires intacts, ses cartes de crédit également, aucun mouvement. Elle se pencha en avant. Donc pas encore de réponse, mais nous avons beaucoup de questions à vous poser, dis-je. Moi pourquoi? Je t'ai déjà dit tout ce que je sais. Ce jour-là,
Elle a quitté son travail dans sa voiture. Rose a dit que la même voiture avait été trouvée sur votre campus. Nous l'avons époussetée. Seules les empreintes étaient les vôtres et les siennes. Alors comment expliquez-vous cela? J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire? J'ai été dans sa voiture plusieurs fois. Je l'ai conduit la semaine dernière. Pourquoi mon prince ne serait-il pas là? Elle n'a pas bronché. Comment s'est passé votre mariage, monsieur Manning? Des bagarres, des tricheries, des problèmes d'argent? J'ai commencé à avoir le ventre retourné. Tu penses que je lui ai fait quelque chose? J'ai dit que c'était moi qui avais signalé sa disparition. Ro croisa les bras. Les maris signalant la disparition de leur femme sont en fait assez courants dans ce genre de cas. Dans ce genre de cas, m'accusez-vous de quelque chose? Ai-je besoin d'un avocat maintenant? Elle jeta un coup d'œil à son partenaire. Si vous sentez que vous en avez besoin, c'est votre droit. Il a dit que je n'avais rien fait. Ai-je cassé? Ma femme a disparu et tu perds ton temps à me griller. Détendez-vous, monsieur Manning. Le premier détective a dit, nous étudions simplement les possibilités. Tu es son mari. Vous êtes là où nous commençons. Tu veux qu'on la retrouve, n'est-ce pas? Je me suis assis, toujours énervé, mais essayant de rester calme. Ouais, que veux-tu savoir? Des problèmes entre vous et votre femme? Non, aucun. Reste, rien de grave, les mêmes trucs que n'importe quelle petite dispute de couple, des trucs de parents. Elle s'est penchée, si quelque chose de nouveau, trouver quelque chose à propos de votre fille. J'ai hésité. Puis laisse échapper. Un soupir. Ouais, une chose, Émilie est enceinte. Les deux détectives se regardèrent. Comment votre femme a-t-elle pris la nouvelle? A demandé le gars avant que je puisse répondre, Rojump est intervenu. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie, peut-être que ça l'a bouleversée. Peut-être que vous vous êtes battus tous les deux? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Monsieur Manning, avez-vous perdu votre sang-froid? J'ai claqué mes mains sur la table, je me suis levé, qu'est-ce que tu fous, comment oses-tu? Le détective m'a attrapé le bras et m'a repoussé sur la chaise. Allez-y doucement. Ma partenaire a pris de l'avance. Je la regardais, tremblant de rage. J'aime ma femme. La seule que j'aime le plus est ma fille. Je mourrais pour l'un ou l'autre. Et Laurie ne savait même pas qu'Émilie était enceinte. Elle n'est jamais rentrée à la maison ce soir-là. Je me suis tourné vers le gars, j'en ai fini avec ça. À moins que tu me fasses payer, je pars. Il m'a lâché le bras. Nous avons terminé pour le moment, mais nous devrons peut-être en reparler plus tard. Je me suis levé, j'ai commencé à sortir. Monsieur Manning, il a appelé, ne quittez pas la ville. Je lui ai jeté un coup d'œil et je suis sorti, la porte claquant derrière moi. Je pouvais encore les entendre se disputer alors que je me dirigeais vers ma voiture. Mes mains tremblaient, mon cœur s'emballait. J'ai essayé de me rabaisser. Ils font juste leur travail, des trucs standards. Mais cela n'a pas aidé. Ils pensaient que j'avais blessé Laurie. Quand je suis rentré à la maison, Émilie attendait. Les flics ont trouvé quelque chose? Elle a demandé. J'ai forcé un sourire. Non, chérie, je voulais juste revenir sur quelques détails. Toujours rien de nouveau. Je détestais lui mentir, mais je ne pouvais pas lui faire peser autant de poids sur elle aussi. Le lendemain, des flics pires sont arrivés avec un mandat d'arrêt. Je me suis assis dehors pendant qu'ils fouillaient la maison, chaque tiroir, chaque placard, chaque foutue boîte. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils espéraient trouver, mais ils ne l'ont pas compris pendant qu'ils fouillaient l'endroit. J'ai appelé mon avocat, j'ai pensé qu'il était temps. Alors que les flics emballaient une dépanneuse, arrivaient et sortaient ma voiture, ils ont dit que je la récupérerais dans quelques jours. La voiture de Laurie était également toujours dans leur parking. J'ai dû demander à un voisin de me conduire jusqu'au lieu de location. La seule bonne chose qu'Émilie n'était pas à la maison quand c'est arrivé. Mais je savais que nous ne pourrions pas esquiver éternellement le prochain coup. 2 jours plus tard, je lisais le journal en sirotant un café, quand j'ai vu le titre du mari nommé personne d'intérêt dans la disparition d'une femme locale, j'ai failli laisser tomber la tasse. L'article présentait le cas de Laurie, parlait du mandat de perquisition, donnait des indices, pas de nom, pas d'accusation. Mais le message était fort et clair. Il pensait que j'avais commis un acte criminel et que j'étais leur homme. Émilie l'a lu aussi. Elle s'est effondrée en pleurant. J'étais furieux.
J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat. Ils m'ont juste pas embouché. J'ai crié, je ne peux pas poursuivre pour ça, c'est de la diffamation. Ils ne savent même pas s'il y a eu un crime, John, dit-il calmement. Je l'ai déjà regardé. Je suppose que les flics l'ont divulgué pour faire monter la pression sur vous. Mais l'article est prudent, pas de faux faits, juste formulé d'une certaine manière, c'est toujours. J'ai grogné et Laurie avait des amis dans ce journal, je sais. Il a dit qu'il fallait juste être patient, laisser faire. J'ai marmonné, et cet après-midi-là, je suis arrivé à mon bureau et j'ai vu une note collée sur la porte. C'est, directeur du département d'histoire. Dès que possible. Je suis allé directement au bureau d'Henri Vance. Sa secrétaire m'a fait signe d'entrée. Il n'a pas perdu de temps, John, a-t-il dit, avec tout ce qui se passe, nous pensons que quelqu'un d'autre devrait terminer ton cours d'été pour le moment. J'ai gardé ma voix au niveau. C'est Laurie qui manque, Henri, pas moi. Je peux encore enseigner. Je comprends, a-t-il dit, mais avec toute cette attention, ce n'est pas une bonne idée, ni pour vous, ni pour le ministère. Je me suis levé donc je suis coupable d'avoir prouvé mon innocence. Hein, ce n'est pas ce que je fais. Vous enseignez l'histoire américaine. Je l'interromps. Vous oubliez comment la justice est censée fonctionner. Il a essayé de parler mais j'ai continué. Je donne un cours sur le vigilantisme et vous voilà prêt à m'attacher sans aucune preuve. Allez, John. Est-ce que le doyen soutient cela? Avez-vous au moins vérifié auprès du Sénat de la faculté ou êtes-vous simplement en train de vous lancer? Il n'a pas répondu. Eh bien, à moins que vous n'ayez des ordres d'en haut, je serai dans ma salle de conférence à 13h et si vous essayez de m'arrêter, je déclencherai l'enfer. C'est vous qui chercherez un nouvel emploi. Il se laissa tomber sur sa chaise. Je tiens à cette école, Henri. Dis-je plus doux mais ferme. Je ne ferai rien qui puisse lui faire du mal, mais je ne vais pas rester les bras croisés pendant que tu me jettes sous le bus. Puis je suis sorti. Personne ne m'a arrêté sur le chemin du cours. Pas de sécurité, pas d'administrateur, juste des étudiants. La salle bondée me faisait bizarrement du bien, comme si peut-être je comptais encore. J'avais prévu de donner une conférence sur les justiciers contre les terroristes, mais à la place, je leur ai raconté ce qui s'était passé à propos de l'article, de la rencontre avec Vance et de l'ambiance sur le campus. Puis j'ai demandé, la presse peut-elle agir comme des justiciers? Où est la frontière entre la vérité et le blâme? Nous avons parlé de Hearst, de la manière dont ces journaux ont contribué au déclenchement d'une guerre. Il n'a jamais tiré un coup de feu, ai-je dit, mais les historiens disent qu'il a allumé l'allumette. Puis j'ai demandé, et mon directeur de département? Est-ce qu'il protège l'école ou tire des conclusions hâtives? Cela s'est transformé en une véritable discussion. Les étudiants honnêtes et lourds ne voulaient pas partir à la fin. Je détestais être dans ce pétrin, mais au moins j'en ai fait quelque chose d'utile, un moment propice à l'apprentissage. Mais en dehors des cours, les choses étaient pires. Après la première disparition de Laurie, notre téléphone a sonné, nos amis et notre famille nous ont tous proposé de l'aide, maintenant morts, silencieux. Un article nous a rendus toxiques. Les gens restaient à l'écart comme si nous étions contagieux. Puis le téléphone sonna à nouveau. J'ai décroché, espèce d'imbécile. Rugit une voix. C'était le père de Laure, Rufus Carlton. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Il a crié. J'ai respiré ce soir pour toi aussi, Rufus. Personne ne sait ce qui est arrivé à Laurie. Nous faisons ce que nous pouvons. Ne me nourris pas de ces conneries. Le mari le fait toujours. Je savais que tu étais un problème dès le premier jour. Elle t'a choisi plutôt que sa famille. Et maintenant écoute, elle est partie et je jure que nous allons découvrir ce que tu as fait. J'ai des gens là-dessus. Tu ne t'en iras pas ai-je cassé. Je t'entends, Rufus, haut et fort. Mais laissez-moi vous dire ceci, vous ne me connaissiez pas à l'époque et vous ne me connaissez certainement pas maintenant. Tu as coupé les vivres à Laurie pendant 20 ans. Tu veux jouer le père en deuil? Maintenant, épargne-moi. Il a recommencé à crier, mais j'ai raccroché le téléphone si fort que l'écho a rebondi sur les murs. Puis je me suis laissé tomber sur ma chaise en tremblant. J'en avais fini d'être blâmé, fini d'être acculé, et toujours aucun signe de Laurie. Chaque jour qui passait, c'était comme si Laurie était de plus en plus hors de portée. L'espoir mourait lentement. Je tenais à peine jusqu'à ce qu'Emily me donne une raison. Un soir,
Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a dit, « Papa, je veux suivre un cours de lama, apprendre à faire toute cette histoire d'accouchement, mais j'ai besoin d'un partenaire et je n'ai vraiment personne d'autre. Veux-tu venir avec moi ?» Bien sûr, dis-je sans même y penser. Quelques nuits plus tard, nous étions dans une salle de conférence d'un hôpital entouré de couples, certaines des futures mamans, qui semblaient sur le point d'éclater. Ça m'a frappé fort. Cela se passait réellement. Une femme aux cheveux roux, peut-être quelques années plus jeune que moi, est arrivée. « Salut, bienvenue, je m'appelle Bridget Murphy, votre instructeur. » Emily s'est présentée. Bridget sourit et lui dit de se mêler aux autres. Puis elle s'est tournée vers moi. « Et tu le es, je n'étais pas là, j'ai juste marmonné. »« John Manning, je suis le père. » Son sourire disparut. J'ai réalisé ce qu'elle pensait. « Oh non, non, je veux dire, je suis son père, pas, tu sais, le père. » Bridget a ri, j'ai compris. « Désolé, vous seriez surpris de ce que j'ai vu ici. » Elle fit une pause, « Où est le père du bébé ?» J'ai laissé échapper un soupir, je ne sais pas où. Alors j'interviens. Elle fit un léger signe de tête. « Je suis désolé, mais tant mieux pour toi. Beaucoup de papas ne viennent pas, votre présence ici compte. » J'ai regardé. Emily riait avec quelques mamans. Le simple fait de voir ce sourire a allumé quelque chose en moi. Avant de commencer, je devrais probablement dire quelque chose. J'ai dit à Bridget que tu avais peut-être vu mon nom dans le journal. Je suis ça, John Manning, celui avec la femme disparue. Je n'ai rien fait, mais si c'est un problème, je peux trouver autre chose. Elle m'a regardé une seconde puis m'a fait un lent sourire, tu es là pour ta fille. C'est tout ce qui m'importe. En plus, je doute que les bouchées s'inscrivent au cours de lama. Nous avons commencé. Je l'avais déjà fait une fois avec Laurie, à l'époque où Emily était en route, mais la majeure partie s'était estompée. Pourtant, j'ai fait de mon mieux. Emily a adoré le cours. Elle a cliqué avec Bridget, se sentait moins seule. Ça l'a aidé. Ça m'a aidé aussi. Le simple fait de sortir de la maison une fois par semaine m'a aidé à respirer à nouveau et m'a empêché de penser à Laurie. Les flics, les chuchotements, mais le bruit ne s'est pas arrêté. Les appels ont commencé. Les premiers criaient, me blâmaient, me traitaient de tueuse. Puis vinrent les lettres, les déchets anonymes. Les gens disaient qu'ils savaient ce que je faisais. On m'a même offert de l'argent si j'avouais à un tabloïd. Alors, quand j'ai reçu une enveloppe anonyme un après-midi, je l'ai presque détruite. Mais quelque chose m'a fait réfléchir. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Mes genoux se sont pliés en lisant, « John, j'ai vu les nouvelles. Je suis désolé. Je n'aurais jamais pensé qu'il penserait que tu m'as fait quelque chose. S'il vous plaît, dites-le à la police. Je suis bien vivant. Je suis avec quelqu'un que j'aime. Demandez le divorce si ce n'est pas déjà fait. Je ne reviens pas s'il te plaît, dis-le à Emily. Je l'aime, même si je sais que je lui ai blessé Laurie. » À ce moment-là, Emily est entrée. « Papa, que s'est-il passé ?» Je viens de lui remettre la lettre. Elle l'a lue rapidement, les mains tremblantes. Tout son visage a changé, choqué, brisé. « Elle vient de nous quitter. » murmura-t-elle. Elle n'a même pas dit au revoir. Elle s'est effondrée dans mes bras, sanglotant fort, la tenant dans ses bras. J'ai ressenti ce mélange tordu de soulagement et de fureur. Laurie était en vie, mais elle avait fantôme sa famille. Pas d'avertissement, pas d'au revoir. Emily s'essuya le visage et s'assit. Nous devons porter ça aux flics tout de suite. Elle avait raison. J'ai pris mon portefeuille et mes clés. Elle m'a rencontré à la porte. Je vais avec toi, dit-elle. Je n'ai pas discuté dans la voiture. Elle resta assise tranquillement, tenant fermement la lettre, puis doucement, vas-tu divorcer d'elle? J'ai regardé. Elle tenait à peine le coup. Je vais parler à l'avocat, voir ce qu'il dit. Je pense que tu devrais, murmura-t-elle. Je le fais vraiment. Elle a tendu la main. Nous avons tenu le reste du trajet à la gare. Nous n'avons pas appelé à l'avance. Mais la chance est venue, le détective de la personne disparue était là. J'ai aussi demandé la femme des homicides, celle qui m'esquivait depuis le premier jour, et ils l'ont finalement amenée. Nous nous sommes assis en face d'eux. J'ai sorti la lettre et l'ai glissée sur le bureau. C'est arrivé aujourd'hui.
Le gars l'a lu puis le lui a tendu. Elle l'a lu à plat, sans émotion. Puis elle a levé les yeux et a dit, « Tu aurais pu écrire ça toi-même. » Mon sang bouillonnait mais je restais calme. Bien sûr, j'aurais pu. Peut-être que j'ai pris l'avion pour New York et que je me l'ai envoyé par la poste. As-tu raté le cachet de la poste? Avant que la policière ne puisse dire quoi que ce soit, Émilie sortit une autre enveloppe de son sac à main. Et avant d'accuser mon père d'avoir truqué cette lettre, elle a dit, en voici une. Maman m'a écrit quand je suis allé au camp. Vas-y, compare l'écriture. Le premier détective posa les deux lettres côte à côte. Son partenaire se pencha pour regarder. Ils échangèrent un regard. Puis il s'est tourné vers nous. Nous l'enverrons au laboratoire pour confirmation, a-t-il dit, mais oui, on dirait que cela clôt l'affaire. Il tendit la main, désolé pour la chaleur. Nous avons dû vérifier. Je lui ai à peine serré la main lorsque la policière m'a offert la sienne. J'ai regardé devant elle et je suis sorti avec Émilie. Personne n'a fait de déclaration officielle. Pas de communiqué de presse, pas d'excuses. Bien sûr, je n'étais plus un suspect, mais il n'y a pas eu de nettoyage. Mon nom était toujours une poubelle et personne ne s'en souciait. J'ai demandé à mon avocat d'appeler le journal et de menacer de poursuite. Ils ont accepté d'imprimer une mise à jour, mais pas sur la première page. Pas de titre, juste un flou de 2 lignes enfouies au fond. L'épouse disparue s'est révélée être une épouse en fuite. J'ai fait irruption dans le bureau de mon avocat et j'ai claqué le journal sur son bureau. Quand il pensait que je l'avais éliminé, c'était la une des journaux. Maintenant ces 2 foutues phrases. Il a juste haussé les épaules. C'est comme ça que ça marche, John, des cellules d'homicide. La vérité pas tellement. J'ai fait des copies de la note et je les ai envoyées à tous ceux qui se sont montrés froids envers nous, j'en ai laissé une sur le bureau d'Henri Vance. En fait, il avait l'air coupable quand je l'ai vu. Félicitations, marmonna-t-il. J'en ai plastifié une copie et l'ai mise dans mon portefeuille. J'étais prêt si jamais quelqu'un en reparlait. Mais je n'en ai pas envoyé à Rufus Carlton. Laissez-le découvrir lui-même. Une bonne chose en est ressortie. Une fois la lettre confirmée, j'ai demandé le divorce pour motif de désertion. Ça s'est passé vite, sans contestation, sans combat. Légal. Les choses étaient enfin propres. Émilie et moi avons continué à aller au cours de l'AMA avec Bridget. Quelques semaines plus tard, nous avons commencé à prendre du café. Après une nuit, Bridget a partagé son histoire. Elle avait épousé son petit ami d'université. Il a été envoyé en Afghanistan et est mort dans une explosion. Elle était enceinte quand c'est arrivé et puis elle a aussi perdu le bébé. Mais elle ne s'est pas cassée. Elle a obtenu son diplôme, est devenue infirmière, a suivi une formation de sage-femme. Maintenant, elle aide d'autres femmes à donner la vie au monde. Je suis resté assis là, stupéfait. En tant que professeur, je dois dire que vous avez un vrai don. Tu enseignes des choses difficiles. Tu le fais coller. Elle a souri. C'est juste parce que j'ai des étudiants motivés. Mais je savais mieux. Il faut plus que des étudiants. Il faut du courage et elle l'avait. Rentré chez moi en voiture. Une nuit, Émilie s'est tournée vers moi. As-tu remarqué ce que portait Bridget? J'ai cligné des yeux, c'est gommage. Non, papa, elle a changé. Elle portait un jean et du maquillage. Oh, j'ai dit que c'était sympa. Elle m'a jeté un regard comme si j'étais désemparé. Elle s'est habillée pour toi. Elle t'aime bien. Pourquoi m'aimerait-elle? Émilie gémit, parce que tu es un gars bien, tu as traversé l'enfer et tu es toujours là. Tu devrais l'inviter à sortir. Il était temps que je pense à nouveau à sortir avec quelqu'un, mais je n'avais rien fait. Tous ceux que je connaissais étaient mariés. Les femmes célibataires du campus avaient plus près de l'âge d'Émilie et je n'allais pas m'engager dans cette voie. Mais Émilie m'a tenu tête. Alors après le cours suivant, j'ai attendu que tout le monde parte. Puis je me suis approché de Bridget. Et, dis-je. Voudrais-tu peut-être sortir un jour? Elle sourit. Tu veux dire comme un café, plus comme un dîner, peut-être un film, sourit-elle. Avec Émilie, j'ai ri un peu nerveux. Non, je veux dire juste nous, à moins que tu veuilles qu'Émilie vienne. Elle a bien ri cette fois. Juste nous, John, ça a l'air sympa. Et juste comme ça, je sortais à nouveau. Je l'ai pris lentement. Cela faisait plus de 20 ans.
Laurie et moi avions vécu du feu, du drame, des hauts et des bas. Je ne pourrais pas refaire ça. Bridget était calme, stable et honnête. Elle ne jouait pas à des jeux, n'avait pas besoin d'éloges constants. Elle ne ressemblait en rien à Laurie, et c'était une bonne chose. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer, être moi-même, peut-être même reconstruire quelque chose de réel. Emily devait accoucher vers le 1er mars. Elle allait très bien. Plus de nausées. Elle était rayonnante, excitée, forte. Alors quand j'ai dû me rendre en voiture à notre campus de Columbus la veille de la Saint-Valentin. Je ne me sentais pas mal, c'était juste un voyage de 2 heures. Je lui ai dit d'appeler si quelque chose arrivait. Le trajet s'est bien déroulé, la réunion s'est bien déroulée, nous avons déjeuné tard avec l'autre professeur. Avant de rentrer chez moi, j'ai sorti mon téléphone mort, batterie épuisée. Je n'avais même pas remarqué. J'ai emprunté un téléphone, j'ai appelé Emily, pas de réponse. C'est à ce moment-là que mon ventre s'est serré. Quelque chose ne tournait pas rond. Ensuite j'ai appelé Bridget. Sa voix n'était pas calme, comme d'habitude. Dieu merci, tu as appelé. Dit-elle. Emily a perdu les os juste après ton départ. Elle est en plein travail. Elle est à l'hôpital. Arrivée ici en toute sécurité, mais vite. Mon cœur s'est effondré. J'ai sauté dans la voiture et j'ai démoli la I-85 en direction d'Atlanta. D'une manière ou d'une autre, j'ai esquivé chaque flic et je l'ai fait en 90 minutes à plat à l'hôpital. Les infirmières m'ont lancé des gommages, mais au lieu de me précipiter dans la salle d'accouchement, ils m'ont marché dans une pièce latérale. C'est là que je l'ai vue, Emily, allongée dans son lit en tenant un bébé dans ses bras, ma petite fille. Mon estomac se tordit. Je l'avais manqué, la naissance. Mais cette culpabilité s'est essuyée par la vue d'Emily souriant et le bébé respirant et parfait. Puis j'ai vu Bridget à côté du lit, rayonnant, ses yeux verrouillés sur le bébé. Elle leva les yeux quand elle m'a vu reculer. Je vais vous en donner de quelque temps. Dit-elle doucement. Mais Emily a tenu son bras, s'il vous plaît, n'y allez pas. Elle m'a regardé, papa, quand je ne pouvais pas te chercher, j'ai appelé Bridget. Elle a tout laissé tomber, m'a amené ici, et resté tout le temps. Elle m'a même aidé à l'entraîner. J'ai regardé Bridget, je ne pouvais pas dire un mot, hocha juste la tête de remerciement. Emily a souri à nous deux. J'ai choisi son nom. Elle a dit Bridget Valentine Manning. Puis elle se tourna vers Bridget. Si cela vous convient. Les yeux de Bridget se remplissaient. Je serais honoré. Murmura-t-elle. Emily me regarda à nouveau. Je veux tenir ta petite fille. J'ai hoché la tête, des années depuis que je tenais un bébé. Elle était si petite, encore plus petite qu'Emily ne l'avait été. Son visage était rouge et frappait son souffle et rapide. Alors que je baissais les yeux, je faisais une promesse tranquille, je la protégeais. Je serais ici, je commençais à apprendre pour que les jeunes aient des bébés. Super, elle avait toujours besoin d'aide. Hurait d'un rythme, pas parfait, mais ça travaillait. Au mois, 2 Emily sortaient de la maison, bébé et orteil. Elle souriait davantage. Elle guérissait. Un après-midi, Emily était sur le point de se diriger vers l'une de ses cours. J'ai entendu la sonnette, j'ai pensé qu'elle avait besoin d'aide avec la poussette ou le siège d'auto. J'ai ouvert la porte et je l'ai, c'était Laurie. Depuis que j'avais reçu sa lettre, j'avais imaginé ce que je dirais si je la revoyais. J'avais répété chaque bite de fureur, chaque ligne de gris coupé, chaque mot trempé dans du poison. Mais quand j'ai ouvert la porte et l'avoir vue debout là, plus âgée, fatiguée, usée, tout ce que je pouvais faire était de regarder. Et, John, dit-elle à peine au-dessus d'un murmure. Puis j'entrai, j'aurais dû claquer la porte sur son visage, mais à la place, je me suis écarté. Elle passa devant moi comme elle ne est jamais partie, s'assit sur le canapé comme si c'était toujours le sien. Elle ressemblait à de la merde. Pas assez pour se sentir désolée, pour juste assez pour voir les années n'avaient pas été gentilles. Son maquillage faisait à peine le travail, ses vêtements ternes, ses cheveux attachés comme si elle s'en fichait même. C'était bizarre de la voir comme cet homme humain. Emily l'aurait appelé Karma. Je me suis penché contre le mur, les bras croisés, laisse le silence se couper un peu plus avant de dire, vous avez du nerf effrayant ici. Elle tressaillit mais elle n'a pas détourné les yeux. Je sais que j'avais peur de venir. J'ai pensé que tu me détesterais maintenant.
vous déteste. J'ai ri froid et amer. Laurie, j'ai passé la haine il y a longtemps. Je suis passé ça maintenant. Je ne te respecte pas assez pour même que la peine de te détester. Elle a essayé de le garder ensemble, les lèvres tremblantes. Je n'ai jamais voulu que les choses aient fait comme elle le faisait. Je me redressai, la voix se levant. Tu ne suis pas juste parti, Laurie, tu as disparu. Vous n'avez pas laissé de notes, pas un mot, pas même un texte à votre fille. Vous avez disparu comme un putain de lâche. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai pas fait de merde. Vous savez ce qui s'est passé après avoir tiré cet acte de Houdini. Les flics pensaient que je vous ai éliminé. Ils sont venus ici comme si j'étais un psychopathe, creuser à travers nos placards, déchirer notre chambre, m'a traité comme un putain de criminel. Ils ont saisi ma putain de voiture Laurie. Vous avez déjà des flics rechercher du sang dans votre coffre pendant que vos voisins regardent leurs fenêtres? Elle ne pouvait même pas me regarder. Maintenant, dirigez-vous vers le bas, honte sur elle. Nos amis mon fantôme. Notre famille a chuchoté derrière mon dos. Les gens me crachent en public. Emily a appelé un enfant de Slayer à l'école. J'ai perdu des clients, j'ai perdu des amis. J'ai presque tout perdu. Et tout le temps que vous avez été enchaîné dans un fantasy F-pad jouant à la maison avec Brandon Fingleton. Elle cligna des yeux, stupéfait. Ensuite, les larmes de crocodile, toujours aussi douées pour l'allumer. Je ne savais pas que c'était si mal, dit-elle, la voix tremblant. Je jure, John, je ne savais pas que tout cela s'était passé. Je pensais que tu serais en colère, mais je ne pensais pas. Bien sûr, vous ne pensiez pas. Vous ne faites jamais d'agir, puis pleurniche quand tout s'écroule. C'est vous en un mot, impulsif, égoïste et toujours le suffet. Je ne l'ai pas prévu, gémit elle. Cela vient de commencer avec Brandon. C'était stupide, flirter. Moi, je ne voulais pas que ça se transforme en quelque chose, je me sentais juste jeune. J'ai cassé. N'est-ce pas de cela qu'il s'agissait? Vous vouliez vous sentir à nouveau jeune. Vous avez donc volé le petit ami de votre propre fille. Qui diable fait ce Laurie? Sa voix craqua. Je ne voulais pas blesser Emily. Vous ne vouliez pas la blesser. Vous avez couché avec son petit ami, l'avez fait la jeter, puis vous vous êtes enfui avec lui. Vous ne l'avez pas juste blessé, vous l'avez humilié, vous l'avez cassé. J'ai fait terminer Brandon avec elle. Elle a dit rapidement, je pensais que cela faciliterait la tâche, ne le fais pas, ne flippe pas ça. Dis-je, en approchant. Ne le tournez pas comme si vous étiez une mère protectrice. Vous ne l'avez pas fait pour Emily, vous l'avez fait pour vous. Vous vouliez prouver que vous l'aviez toujours, que vous étiez encore de la merde chaude, que vous pouviez prendre ce qui n'était pas le vôtre, même si c'était votre fille. Elle a commencé à sangloter, un visage enfoui dans ses mains. Mais je n'avais pas fini, pas même proche. Et après tout ce que vous venez de partir. Aucun adieu, pas de valise, juste sauter dans une voiture avec lui et à décoller comme c'était un film. Elle leva les yeux rouges. Ce n'était pas comme ça. J'étais au travail et je suis parti tôt pour le voir. Il a dit qu'il quittait la ville et je l'ai supplié de ne pas y aller. Puis il a dit, tu viens ou non? Et je ne pensais même pas, je suis juste allé. Tu es juste allé, j'ai répété, froid comme de la glace. Sans rien, elle hésita. J'ai eu un sac de gym, quelque chose. J'ai gardé chez lui. Ce petit détail a frappé plus fort que tout le reste. Elle avait planifié cela. Elle avait un putain de sac de go dans son appartement comme un espion de la triche. Et de l'argent, j'ai demandé. Vous n'avez pas touché nos comptes, alors comment diable vous viviez? Sa voix a été tombée. Certes, je pensais que je mettais une putain dedans. C'est Jackie. Son visage se tordit. Il m'a quitté. J'ai ri court. Bien sûr, il l'a fait. Elle a continué comme elle ne l'avait pas entendu un jour. Il a dit qu'il avait une nouvelle opportunité et que je n'en faisais pas partie, juste emballé et fantôme, m'a laissé bloqué dans Brooklyn. J'ai essayé de le faire fonctionner. Je l'ai vraiment fait, John. Je travaillais 2 emplois dormants sur les étages. J'ai penché la tête alors il vous a jeté, tout comme vous nous avez jetés. Elle tressaillit. Karma est une sorcière méchante, hein? J'ai dit, la voix plate. Je suppose que c'est, marmonna-t-elle, ne me regardant pas. Elle se tenait lentement,
se dirigea vers la fenêtre et donna une petite vague. J'ai demandé à Jackie d'entrer. J'ai plissé les yeux. Pourquoi elle a tourné la voix soudainement plus ferme, comme si elle répétait ce discours. Je sais que je suis égoïste, je sais que j'ai tout foutu, John, mais je ne pense pas une seconde. Je ne le regrette pas, surtout en quittant Emily. C'est ce qui me tue le plus. Non, dis-je froidement, ce qui vous tue, ce sont les conséquences. Vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Vous regrettez d'avoir été pris dedans. Vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas parti parce que vous deviez le faire. Vous êtes parti parce que vous ne vouliez pas affronter votre fille et lui dire que vous bousculiez son petit ami. Son visage se resserra et pendant une seconde je l'ai vu, pas de rage culpabilité. Elle n'aimait pas qu'on leur a dit ce qu'elle était. Ce n'était qu'une partie de cela, marmonna-t-elle avant de pouvoir dire un autre mot. La porte d'entrée s'ouvrit. Jackie est intervenue en tenant un bébé. Un putain de bébé, je me figeai. Le temps au milieu de l'emposition s'est arrêté. Laurie s'approcha et prit doucement l'enfant des bras de Jackie, la balança comme si c'était un moment caractéristique. Qu'est-ce que c'est que ça, murmurai-je. Laurie leva les yeux vers moi, les yeux vitreux. Maintenant tu sais pourquoi je ne pouvais pas affronter Emily. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas penser. Mon cœur se jaillait dans ma poitrine. Elle doit avoir connu les questions qui brûlent mon crâne parce qu'elle continuait, la voix se tenant à peine ensemble. Quand je suis parti, j'ai oublié mes pilules. Je n'ai pas pu obtenir une nouvelle prescription assez rapidement. Il n'a jamais utilisé de protection, a déclaré qu'il échappait à l'ambiance. J'ai pensé, quel que soit le stupide que je sais. Mais je ne pensais pas que cela arriverait. Et pourtant j'ai dit, contenant à peine ma fureur, nous y sommes. Elle se mordit la lèvre, serrant le bébé plus fort. Alors j'ai craché, Brandon est-il parti avant ou après? Il vous a renversé? Avant qu'elle ne puisse répondre, nous avons entendu la porte du swing de garage s'ouvrir. La voix d'Emily résonna à travers la maison et, papa, dont la voiture est garée à l'extérieur. Puis elle est entrée dans le salon, bébé Bridget dans ses bras. Elle s'est figée. Son corps entier est devenu raide, son visage tomba. Les yeux sont allés de moi à sa maman, au bébé dans les bras de Laure. Silence, lourd, brutal. On pouvait entendre le sang s'écouler de son visage. J'aurais dû dire quelque chose de doux, aurais dû l'avoir atténué, mais la visser, je ne pouvais pas. J'étais trop en colère, trop blessé, trop fait. Je l'ai regardé directement et j'ai dit, plat comme un couteau. Regardez qui a apporté votre maman avec elle. Emily cligna des yeux, confus. J'ai hoché la tête vers le bébé, votre nouvelle demi-sœur. Laurie haleta. Jackie est devenue pâle. Mais Emily ne bougeait pas, se tenait là, tenant son propre enfant, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. J'ai pris une respiration, puis j'ai tordu le couteau. Laurie. J'ai dit avec tout le venin que je pouvais rassembler, rencontrer bébé Bridget, ta petite fille. A pris quelques secondes pour ce que j'avais dit de pénétrer. Ensuite, les deux femmes se sont effondrées en pleurant. Bien sûr, le bébé a également commencé à pleurer. Même Jackie sanglotait. Je sentais mes propres yeux piquer, mais j'étais trop fatigué, trop engourdi. Je suis juste sorti, je me suis effondré sur le canapé dans le couloir derrière moi. C'était le chaos, criant, pleurant, des mots tranchants, volant. Ce genre de douleur ne vient que d'une trahison profonde. Il l'avait compris. Les bébés avaient le même père. Puis silence. Plus tard, j'ai culminé. Jackie a tenu le bébé de Laurie, Laurie a tenu le bébé Bridget. Emily planait près des deux. Emily m'a remarqué et est venue. Elle tira ma manche. Papa, maman peut-elle rester ici juste un moment? Vous plaisantez, non? J'ai dit après ce qu'elle nous a fait. Je sais que je suis toujours en colère aussi, mais elle est fauchée, elle n'a nulle part où aller et son bébé a besoin d'un endroit. Elle fit une pause, la voix douce. Son bébé, la moitié de Bridget, elle est à moi aussi. Cela m'a frappé fort. Je me tenais là tout le poids pressant la trahison de Laure, la vérité tordue, les liens de sang. J'ai secoué la tête. Pourquoi ne peut-elle pas rester avec Jackie? Jackie vit dans une chambre, papa. Emily a dit, comme si j'étais danse, puis l'a laissé aller voir ses parents. Emily se moquait,
Oui, vous savez comment ça irait. Elle avait raison, nous avons essayé. Ils avaient fermé la porte sur Laurie il y a des années et elle leur avait fait la même chose. Ce jour-là, j'ai appris 2 choses. Tout d'abord, je n'obtiendrai jamais pleinement les mamans et les filles. Je pensais qu'Emily ragerait. Au lieu de cela, elle a donné un lit à sa maman. Deuxièmement, quand une fille veut vraiment quelque chose, il est presque impossible de dire non. La nuit suivante, j'avais des plans avec Bridget. La première fois, je ne voulais pas y aller. Je suppose que cela a montré, car au moment où elle a ouvert sa porte, elle m'a donné un look inquiet. Ce qui ne va pas, John, je n'ai pas dansé autour de lui. Assis sur son canapé, Bridget, le dos de Laurie. Le choc brilla sur son visage, puis la douleur. Elle fit une pause. Alors êtes-vous tous les deux à vous remettre ensemble? Non, j'ai dit beaucoup trop vite. Non, ce n'est pas ça, pas même proche. Je lui ai dit la vérité sur Laurie se présentant, sur le bébé, qu'Emily me demandait de la laisser rester. Bridget a écouté. La douleur s'estompa, mais elle était toujours là dans ses yeux. Ne me fais pas peur comme ça, dit-elle silencieuse. J'ai déjà perdu un homme que j'aimais. Je ne peux pas en perdre un autre. Est-ce qu'elle a juste dit qu'elle m'aimait? Je l'ai regardée, tout en cliquant, tous les doutes que j'avais disparu. J'ai perdu quelqu'un aussi, Bridget, mais maintenant je t'ai trouvé et je ne vais nulle part, je le promets. Elle n'a pas répondu avec des mots, mais le regard dans ses yeux a dit beaucoup. Cette nuit-là, tout a changé. Nous avons franchi une ligne ensemble. J'avais l'impression que le cauchemar s'est enfin disparu. Bridget et moi avons commencé à passer autant de temps ensemble que possible. Vivait toujours dans des maisons séparées, nous ne voulions pas nous précipiter, et ma maison était pleine, 2 mamans, 2 bébés et une nounou. Bridget nous a aidés à la retrouver. Cette femme était une bouée de sauvetage. Laisser Emily continuer à aller à l'école, à donner le temps à Laurie à la chasse au travail. J'ai aidé quand je le pouvais, mais honnêtement, je n'étais plus le principal soignant. Les femmes dirigeaient la maison. Cela m'a donné plus de temps pour réfléchir. Et plus je passais de temps avec Bridget, plus je commençais à ressentir autre chose, le ressentiment. Emily et Laurie avaient atteint une sorte de trêve. Ils n'étaient pas les meilleurs amis, mais ils s'en sont sortis. Ils avaient des bébés à élever. Ils se sont liés sur des couches et des tétées tardives. Moi j'ai toujours brûlé. Laurie avait triché, menti, m'a laissé dans la saleté pendant que les gens pensaient que je la blesserais. Je ne pouvais pas laisser aller. Ensuite, cette colère s'est tournée vers quelqu'un d'autre, Brandon Hilton. Il a couché avec ma femme, a pris le purge de ma fille, les a laissés tous les 2 détruits et se sont simplement éloignés. Pas de honte, pas de punition, pas de conséquences. Je n'arrêtais pas de penser, comment est-ce juste? J'ai repris l'incident d'Oxbow, je l'ai lu avec de nouveaux yeux cette fois. J'ai compris le posi. Bien sûr, ils ont accroché les mauvais gars, mais la loi leur avait échoué. Ils étaient désespérés, ils n'avaient rien d'autre. Brandon ne m'a pas laissé mourir dans le désert, mais il a laissé une trace de dégâts. Il a rompu ma famille et personne ne semblait s'en soucier. Mes pensées sont devenues plus sombres de jour en jour. J'ai passé de plus en plus de nuits collées à mon ordinateur portable, à la recherche, parfois jusqu'à ce que le soleil se couche. J'ai imaginé comment cela pourrait se dérouler, moi confronter Brandon, peut-être même le combattre. C'était stupide. Il était plus jeune, plus fort. Je perdrais probablement, n'aurait pas d'importance. Je brûlais. L'embauche d'un pays n'était pas une option. J'ai été fauché, le revenu de Laurie avait disparu et maintenant j'avais 5 personnes et 2 bébés sous mon toit, plus une nounou à payer. Alors je l'ai fait de façon bon marché en ligne. J'ai trouvé son Facebook mort. Pas de nouveaux messages en plus d'1 an. Une recherche Google a montré son nom dans un répertoire de la faculté de droit. C'était ça. Je me suis même arrêté au bureau des admissions sur le campus et un bel administrateur. Permettez-moi de jeter un œil à son dossier. Strictement pas autorisé. La seule chose que j'ai apprise qu'il était de Savannah. Cela m'a frappé fort. Laurie le connaissait-il avant? Probablement pas. Elle avait déjà quitté la ville à l'époque. C'était un enfant. Pourtant, son être de sa ville natale m'a encore mis en colère. J'ai continué à creuser, je suis descendu des trous de lapins étranges, j'ai beaucoup trop appris sur des hôtels avec le même nom de famille. Rien d'utile. Brandon était devenu fantôme,
et plus il était difficile de trouver, plus je voulais le trouver. Une voix dans ma tête ne cessait de demander, « Que allez-vous faire si vous le trouvez ?» Je n'avais aucun plan, pas de vraie réponse. Je savais juste qu'il avait tout détruit. Il a couché avec ma femme, a pris le purge de ma fille puis a disparu, alors que je me suis blâmé pour tout et qu'il n'a jamais payé pour rien. Autrefois, je l'avais défié pour un duel pistolet, des épées, quelque chose de propre, quelque chose de final. Mais maintenant nous sommes civilisés. Les gars comme moi ne sont pas autorisés à se mettre en colère. Nous sommes appelés toxiques si nous le montrons, obsédés, si nous chassons la vérité. Mais la question m'a hanté, comment un homme récupère-t-il son honneur sans devenir vigilant? J'ai continué à vérifier tous les quelques jours, espérant quelque chose, n'importe quoi au printemps. Je pensais que Brandon était parti pour de bon. Puis une nuit, j'ai eu un coup. Un article de Savannah Morning News est apparu. Je l'ai lu une fois. Là encore, je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas dire qu'Emily l'avait détruite. Pas question de dire à Lori. J'ai donc appelé la seule personne en qui je pouvais faire confiance, Bridget. J'ai demandé si je pouvais venir. Elle a ouvert la porte et je lui ai remis l'impression. À peine capable de sortir les mots, je l'ai trouvé. J'ai dit que tu n'allais pas croire ce qu'il a fait. Elle le lisait rapidement, les yeux scannés, puis leva les yeux confus. Il se marie, John. Je sais que vous détestez le gars, mais alors quoi? Je l'ai regardé. Bien sûr, elle ne connaissait pas Bridget. Le nom de jeune fille de Lori est Carlton. Il épouse Cecily Carlton, la petite sœur de Lori, la tante d'Emily. Elle a gelé la main volée vers sa bouche. Oh mon Dieu, pourquoi ne laissera-t-il pas les femmes Carlton seules? C'est comme s'il était venu pour se venger. J'ai secoué la tête. Je ne pense pas que ce soit exprès. Il ne sait probablement même pas. Le nom de famille de Laure était Carlton. Elle et Emily ont toujours utilisé le Manning autour de lui. Bridget fronça les sourcils, d'accord, mais comment les Carlton pouvaient-ils laisser Cecily épouser ce type? Ne savent-ils pas ce qu'il a fait, ils ne le font pas? J'ai dit. Lori parle à peine à sa famille. Ils savent peut-être qu'elle est vivante maintenant, mais je doute qu'ils savent avec qui elle s'est enfuie. Rufus pense probablement que sa fille épouse un avocat de Savannah Clincut. Bridget m'a regardé sérieux. Donc, s'ils ne savent pas et que Brandon ne sait pas, alors pourquoi vous en souciez-vous autant? Que se passe-t-il ici, John? J'ai fait une pause. Il est comme un voleur qui a déjà nettoyé ma maison et maintenant il revient pour prendre ce qui reste. Il me doit et cette fois, je ne vais pas m'asseoir. Son visage se déplaça. L'inquiétude s'est glissée. John. À quoi penses-tu? Tu ne vas pas faire quelque chose de fou, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas dit, mais la pensée était là. Dites cela aux Carthaginois. Rome a brûlé leur ville au sol, éliminé tout le monde et sala les champs. Force avait travaillé plusieurs fois. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai dit, mais je ne peux pas simplement laisser cela se produire. Maintenant que je savais où se trouvait Brandon, la colère est devenue tranchante. Ce n'était plus une rêverie, c'était réel. J'ai eu un coup de feu, un choix. J'avais toujours cru au droit, aux règles. J'ai enseigné ce truc. Je savais ce qui s'était passé lorsque les gens ont pris justice en main. Mais qu'est-ce que je devais faire? Laisser le gars marcher librement, laissez-le se marier dans la famille de Laure comme rien de tout cela n'a d'importance. Ma fierté, mon honneur, mon sens de la justice, tout a crié pour l'action. Après une longue nuit sans sommeil, je me suis décidé. Une fois que je l'ai fait, il était facile d'aller de l'avant. J'ai recherché ce dont j'avais besoin, commandé ce que je ne pouvais pas acheter à proximité et passé mes journées à me préparer. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais assez si je déménageais vite. J'ai dit que personne n'a dit que je classe les papiers, rencontrais des étudiants ou faisais des courses avec 2 bébés dans la maison. Personne ne m'a remarqué de glisser et de sortir. Mais Emily et Bridget me connaissaient trop bien. Juste avant ce que j'avais commencé à appeler le jour J, ils ont compris. J'étais à mon bureau pour vérifier les directions. Quand j'ai levé les yeux et j'ai vu Emily dans l'embrasure de la porte, elle avait l'air nerveuse. « Et Ikido ?» dis-je, essayant de paraître normal. « Quoi de neuf ?» Briet est là, a-t-elle dit. « Nous devons parler. » Cela m'a arrêté net. Je n'avais pas prévu de voir Bridget ce soir-là. J'ai rapidement fermé mon navigateur et je me suis tenu alors qu'elle entrait, le visage sérieux,
les bras croisés, avant de pouvoir parler. Emily a déclaré, « Bridget m'a dit que vous aviez trouvé Brandon. » J'ai jeté un coup d'œil à Bridget. Elle n'a pas tressailli. « Papa, j'ai peur. » Emily a dit, « Je sais que tu es blessé, je sais que tu es folle et je comprends, mais si tu fais quelque chose de stupide, si tu es enfermé ou pire, ça va nous blesser encore plus. » Bridget se rapprocha, posant une main sur l'épaule d'Emily. « John, s'il vous plaît, a-t-elle dit, ne faites pas ça, ne parcourez pas cette route. J'ai déjà perdu un homme que j'aimais. Je ne peux pas perdre un autre. » Les deux pleuraient maintenant et pendant une seconde, je me sentais affaibli. Ces deux étaient tout pour moi. La dernière chose que je voulais, c'était leur apporter plus de douleur, mais je ne pouvais pas encore reculer. Une ligne d'un vieux poème est venue dans ma tête, « Je ne pouvais pas t'aimer mon cher. Tant aimer que je ne d'honore pas plus. » Je suis sorti de derrière le bureau et je les ai tirés dans un câlin. « Merci, vous deux. » J'ai dit. Cela signifie plus que je ne peux dire. Mais vous vous inquiétez pour rien. Je ne vais rien faire de stupide. Vous me connaissez. Emily me regarda, promise, papa. J'ai souri et tenu ma promesse rose et rose. Elle a lié son doigt avec le mien et a fait un petit sourire. Mais quand j'ai regardé Bridget, j'ai vu le doute dans ses yeux. Je ne l'avais pas convaincue qu'elle avait perdu un mari à cause de la guerre. Elle savait à quoi ressemblait le danger, même quand il a souri et a dit « Tout va bien ». Je devrais être prudent à partir de maintenant, pas seulement avec ce que j'ai fait, mais ce que je leur ai laissé voir. Je pensais que je l'avais réglé, au moins pendant un certain temps, mais le lendemain, a presque tout fait exploser. Emily a attrapé un colis sur le porche pendant que j'étais encore au travail. Quand je suis rentré à la maison, elle attendait à la porte en tenant la boîte. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» a-t-elle demandé, les yeux sont aigus. Il dit qu'il vient d'un armurerie et c'est lourd. Mon estomac s'est effondré. Je n'avais même pas besoin de l'ouvrir. Je savais ce que c'était. Je l'avais commandé il y a des semaines, espérais que cela arriverait tard. Rien de grand, dis-je, gardant ma voix calme. C'est un cadeau pour un copain dans le département d'histoire. Nous faisons une reconstitution le mois prochain, en tome. Elle n'a rien dit, a continué à me regarder. J'ai souri et embrassé son front comme si rien n'était mal. Mais je l'ai vu le doute qu'elle ne l'achetait pas. Ce soir-là, j'étais dans la porte de mon bureau, des lumières à moitié fermées, des cartes basses étalées sur mon bureau, essayant juste de penser, essayant de respirer. Chaque partie de moi voulait crier, mais j'ai gardé mes mains occupées à planifier, à cartographier, à retenir la colère avec des listes de tâches et une logistique. Ensuite, la porte a cliqué derrière moi. J'ai levé les yeux. Laurie se tenait là. Bien sûr, elle n'a rien dit au début, se tenait là comme elle appartenait à l'ombre, comme si elle s'était habituée à se cacher. « Que voulez-vous » ai-je dit, ne cherche même pas longtemps. Elle ressemblait à l'enfer, les yeux rouges, les stries de mascara, comme cela allait signifier quelque chose. Maintenant, je viens de commencer. Puis sa voix se fissure. Je sais que je t'ai blessé. Je me moquais. Vous avez juste compris cela maintenant. Elle se mordit la lèvre, se battant pour garder sa voix stable. J'ai été infidèle, je vous ai trahi. J'ai tout déchiré. Je sais que vous pensez que c'est une heure de confession. Vous pensez que j'ai besoin de fermeture. Je me penchai en arrière sur ma chaise, les bras croisés. Épargnez-moi la ventilation, Laurie. Elle s'avança. Non, vous ne comprenez pas. Je ne te demande pas de me pardonner. Je vous demande de ne pas gâcher votre vie à cause de moi. J'ai finalement levé les yeux vers son tranchant. Elle a continué. J'ai vu les cartes. Je sais que vous planifiez quelque chose, quoi que ce soit. Ne le faites pas. Ne jetez pas votre avenir. Ne faites pas vivre Emily à travers un autre gâchis. Ne donnez pas à Bridget une raison de vous détester un jour. J'ai déjà fait suffisamment de dégâts. Veuillez ne pas aggraver les choses. Elle pleurait maintenant des larmes de plein air, tremblant la voix, les mains qui sonnent comme si elle était une veuve en deuil, au lieu de celle qui a allumé le match. Je me suis levé lentement, je suis venu dans le bureau, je l'ai regardée morte dans les yeux. C'est la chose avec toi, Laurie. Vous pensez toujours qu'il s'agit de vous, comme le monde tourne autour de votre petite tornade émotionnelle. Elle cligna des yeux, stupéfait. Vous avez fait sauter cette maison et maintenant vous voulez vous présenter comme le dame martyr. Oh, pauvre moi.
J'ai fait des erreurs. S'il vous plaît, ne vous blessez pas. S'il vous plaît, n'allez pas en prison comme si ceci est toujours votre histoire. Sa lèvre trembla. Je ne suis pas juste, tu ne parles pas, vous écoutez. Je me rapprochai, baissai ma voix. Ce n'est plus à propos de vous, pas de vos larmes, pas de votre douleur, pas de vos excuses. C'est à propos de moi, ma fille, ma vie. Et permettez-moi d'être très clair, quoi que je choisis de faire à partir de maintenant, c'est mon affaire. Vous ne pouvez pas peser. Vous avez perdu ça juste la seconde où vous avez sorti cette porte et dans le lit de Brandon, son visage drainé de couleur. Elle n'a pas répondu. Puis elle se retourna et s'éloigna rapidement. Après une minute, j'ai atteint mon bureau, j'ai sorti l'avis de mariage Savannah Morning News, les plié et les glissé dans une enveloppe. Ensuite, j'ai emballé le dernier de ce dont j'avais besoin. Demain était le jour où je voulais un départ tôt au lever du soleil. Je me suis levé, je me suis douché, rasé et j'ai attrapé mes affaires. J'ai préparé le petit déjeuner tranquillement. J'étais à mi-chemin de ma deuxième tasse de café quand Émilie est entrée avec le bébé dans ses bras. Ses yeux sont allés droit à la valise près de la porte. « Où vas-tu, papa » a-t-elle demandé la voix serrée. « Je reviendrai tard ce soir ou tôt demain, bébé » dis-je en essayant de paraître calme. Où elle a demandé à nouveau plus ferme, cette fois, ça va. J'ai dit l'embrasser et le bébé. Tout ira bien. Avant qu'elle ne puisse appuyer, je lui ai tendu les limites que j'avais scellées la nuit précédente. Faites-moi une faveur, donnez ceci à votre maman quand elle rentre à la maison. Elle avait l'air effrayée. Le bébé a commencé à pleurer, me donnant une pause propre. J'ai glissé par la porte. En partant, je me demandais si Émilie attendrait ou ouvrirait la lettre elle-même. N'avait pas d'importance. J'ai tendu dans ma poche, éteint mon téléphone et je l'ai jeté dans la boîte à gants. Je ne voulais parler à personne, pas avant d'avoir fini. Il se trouve à environ 4 heures de route d'Atlanta à Savannah. Je suis arrivé juste l'après-midi, j'ai pris un déjeuner graisseux et je suis arrivé dans un motel bon marché pour prendre une douche et changer. Je voulais avoir l'air vif pour le mariage. Savannah au printemps est muggy et chaude. La brise de l'océan a aidé, mais pas beaucoup. J'ai mis le costume en laine foncée que j'ai emballé, trop chaud pour le temps mais bon pour l'occasion. Rien de flashy. Je ne voulais pas encore me démarquer. J'ai lancé lacet dans la voiture, mais la seconde où je suis sorti et je me suis dirigé vers la cathédrale. J'ai commencé à transpirer. J'ai boutonné ma veste et j'ai attendu près des marches avec quelques autres invités se fondant. Quand quelqu'un a demandé, j'ai dit que j'étais avec le côté de la mariée, pas par loyauté, simplement parce que cette moitié était plus facile à disparaître dans une foule. L'église était magnifique, au plafond, fleurs blanches partout. Césalie avait l'air brillant alors qu'elle descendait l'allée sur le bras de Rufus. Quand il est passé devant moi, j'ai tourné la tête. Il a scanné la pièce comme un chien de garde. La cérémonie était pleine, catholique, longue, formelle, traditionnelle. À un moment donné, le prêtre a même demandé la ligne classique, « Est-ce que quelqu'un ici sait pourquoi ces deux ne devraient pas être rejoints dans le mariage ?» Je me tenais presque. Presque, mais ce n'était pas le bon moment. Ensuite, tout le monde s'est rendu au country club pour la réception. Je suis resté en arrière jusqu'à ce que le parking soit effacé. Ensuite, la salle à manger principale était d'énormes tables à tête longue à l'avant, de grandes tables rondes pour les invités, une piste de danse au milieu. J'ai compté 60 tables, une maison pleine. Je me suis glissé dans un siège à une table vide près de l'arrière, probablement destinée au personnel ou à des cousins éloignés. Personne ne m'a interrogé. Nous avons fait une petite conversation. Quelqu'un a souligné à quel point le tout était cher. Il a embauché Pauline pour l'adresser, chuchota une femme. Je l'ai cru. La nourriture était incroyable, je pensais. Si c'est mon dernier repas, au moins c'est un bon. Le dîner s'est terminé, les verres à vin ont été dégagés, le champagne est sorti. J'ai pris un verre mais je l'ai à peine touché, juste assez pour me stabiliser les nerfs, pas obscurcir ma tête. Ensuite, ça a commencé. Rufus a tapé le micro et a fait des remarques bruyantes et fières. Les gens riaient. Puis il a ouvert le sol pour des toasts. Un par un, les gens se sont levés, des amis, de la famille, tous disant la même chose avec des mots différents. Ensuite, le meilleur homme a demandé, n'importe qui d'autre veut dire quelques mots. Je me tenais. J'en ai un, dis-je en levant mon verre. Les têtes se tournaient alors que je me dirigeais vers l'avant.
J'ai gardé mon ton clair, souriant juste assez. Nous avons entendu de belles histoires aujourd'hui, ai-je dit au micro. Tout sur le passé. Je voudrais dire quelques mots sur l'avenir de Master et Madame Hilton. Quelques rires polis, et par futur, je veux dire des enfants, plus de rires. Je pense que ce couple aura beaucoup d'enfants. Je ne peux pas parler pour Cécilie, mais je sais que Brandon n'a aucun problème dans ce domaine. Le rire s'est arrêté. Quelques regards confus, puis murmures. Je dis cela parce que Brandon a déjà engendré au moins 2 enfants. Je connais des allaitements. Le bruit se propage dans la pièce comme une vague. Madame Carlton a poussé un fort soupir. Rufus se tourna, les yeux se verrouillaient sur moi. Tu es John Manning, aboya-t-il. Vous n'êtes pas invité. Descendez de cette étape. Brandon, assis à quelques mètres de moi, avait été affalé et éméché, mais quand il a entendu mon nom, il a cassé et a commencé à se lever. J'ai attrapé l'épaule de Brandon et je l'ai repoussé sur son siège. Quelqu'un a éteint le micro. N'avait pas d'importance. J'ai enseigné des salles de conférence complètes. Je savais parler fort. J'ai quelque chose à dire, j'ai appelé la voix en plein essor. Rufus cria à nouveau, sortez-le de cette scène. Quelques gars, probablement les copains de Brandon, ont commencé à traverser la foule vers moi. J'étais prêt. J'ai ouvert ma veste, j'ai flashé l'étui à l'épaule et j'ai sorti à .357 Magnum long barrel, grand outil. Je l'ai agité envers les gars qui me chargent, ils ont gelé. Puis reculé. Rapide, Monsieur Magnum, et j'ai juste besoin d'1 minute. J'ai dit haut et fort, en gardant une main sur l'épaule de Brandon. Ses yeux étaient larges, le visage pâle. Il avait l'air d'avoir avalé un pétard éclairé. Comme je l'ai dit, Brandon Hilton a au moins 2 enfants. Vous voulez deviner avec qui? Je me suis tourné vers Rufus One avec ta 2e fille, Laurie. Les autres avec votre petite fille, Emily. Alette. Puis un cri de la mariée. Je l'ai regardé directement. Ouais, en Sicile, c'est vrai. Il a renversé ta sœur et ta nièce. Elle s'effondra le visage dans ses mains, pleurant fort. En fait, je me sentais mal pour elle. Elle ne méritait pas cela. Mais le reste de sa famille? Pas de sympathie. J'ai regardé Brandon. Tu fais toujours ce que tu veux, hein? La femme de quelqu'un d'autre, la fille de quelqu'un d'autre? Pas de honte, pas de conséquences. Eh bien, pas cette fois. J'ai attrapé une poignée de ses cheveux, j'ai tiré sa tête en arrière et posé l'outil sur le podium. Et puis j'ai sorti mon couteau Bowie. La lame brillait sous les lumières, longue, courbe, tranchante. La foule haleta. Brandon tressaillit, les mains, effrayées, raides, parfaites. J'ai tiré quelques mèches de cheveux de sa tête, les ai fourrées dans un sac en plastique et les tenues. Devrait être suffisant pour un test ADN. Il s'effondre sur son siège, un endroit sombre et humide se répandant sur son pantalon. Mais je n'avais pas fini. J'ai de nouveau atteint ma veste et j'ai sorti 2 enveloppes épaisses, j'ai claqué le premier entre ses mains. Brandon Hilton, c'est un avis, vous êtes poursuivi pour prouver la paternité pour l'enfant que vous avez fait avec Laurie Carlton Manning. Vous êtes officiellement servi. Ensuite, le second et celui-ci pour l'enfant que vous avez eu avec Emily Manning, ont à nouveau servi. Il était juste assis là, bouche ouverte, trop stupéfait pour parler. Je me suis penché dans le calme. Maintenant, ne courez pas Géorgie, le bien-être de l'enfance c'est, une fois le cas déposé, ils vous poursuivront. Vous paierez pour ces enfants pendant très longtemps. Ensuite, je me suis tourné vers Rufus, toujours assis là au visage rouge et secoue les félicitations pour le nouveau gendre. Rufus, réel, choix solide. Puis j'ai entendu un cri derrière moi. J'ai tourné. Brandon s'était précipité en avant et avait attrapé le magnum du podium. Il me visitait, appuya sur la gâchette, cliquait, rien. Je n'ai même pas cligné des yeux. N'essayez pas de me tirer dessus dans le dos, Brandon. J'ai dit que ce n'était pas réel, juste un accessoire pensant que vous l'aimeriez, cadeau de mariage. Then he turned and walked out, leaving the whole room in chaos.